3, 4, 5, c'est le 5e épisode du Morning Psy. Je vous rappelle le principe de ce Morning Psy. Donc, c'est un podcast qui traite les liens entre les neurosciences et la psychiatrie et la neurologie. Donc, réalisé pour les JNPN, bien sûr. Vous me connaissez maintenant, Nidal Naban, je vous parle de Rennes et je vais être en lien avec Paris, avec le professeur Gorwood. J'ai le plaisir de vous le présenter et c'est un invité de marque et je voudrais vous faire d'abord une confidence. Laissez-moi de vous la faire en toute sincérité. Je suis hyper impressionnée devant le professeur Gorwood. Pourquoi le professeur Gorwood m'impressionne? Parce que je l'ai entendu à plusieurs reprises. Il est aussi à l'aise en anglais qu'en français. En petit comité ou devant 10 000 personnes dans un grand amphi. Il est surtout aussi à l'aise dans une blouse blanche, en costard ou en tenue de triathlon. Bonjour Philippe Gorwood. Écoute, après une introduction comme ça, je ne peux que me cacher sous ma chaise. Donc, c'est pas fini. Vous êtes psychiatre, professeur des universités. Vous êtes spécialisé dans la génétique du comportement et vous dirigez la CMME à l'hôpital Sainte-Anne. Vous êtes surtout enseignant, rattaché à l'Université de Paris et vous êtes surtout pour moi chercheur à l'INSERM de Sainte-Anne. Bienvenue dans ce Morning Psy. Merci Nidal, bonjour. Bon, vous vous intéressez à beaucoup de choses, aux troubles du comportement alimentaire, à l'addiction, à plein de domaines en psychiatrie. Aujourd'hui, on va parler de génétique et plus précisément du score de risque polygénique. C'est quoi ce score, professeur Gorwood? Oui, c'est un terme un peu barbare comme la génétique adore en produire, mais c'est un concept qui finalement est relativement simple et qui est extrêmement important dans les progrès récents de la génétique. On sait combien à chaque fois la génétique est porteuse d'espoir, de financement aussi de recherche assez considérable. Et puis il y a quelques fois où il y a vraiment un mouvement, un tournant, une lecture de résultats qui viennent vraiment enrichir la compréhension des pathologies en général et de la psychiatrie plus spécifiquement. Et ce nouveau concept de score polygénique, qu'on lit dans tous les articles comme étant le Polygenic Risk Score, c'est un concept assez magnifique qui est une manière différente de lire ce que font les études pangénomiques dans la maladie mentale. Bon, alors qu'est-ce que ça apporte ça de plus que les simples associations génétiques ou des risques génétiques habituels? Voilà, donc la vraie particularité, c'est que la manière dont on analysait auparavant les études pangénomiques, on va regarder jusqu'à 1 million de marqueurs qui couvrent l'ensemble du génome dans une grande population de malades qu'on compare à une grande population de contrôle. Et à la base, ce qu'on cherchait, c'était des vedettes, des fréquences d'allèles tellement plus élevées chez les malades que les contrôles, qu'on allait vers la conclusion que ce n'était pas un hasard, malgré le très grand nombre de tests réalisés, et que de ce variant, dans ce gène, pouvait avoir un rôle important, participant à la vulnérabilité qui explique qu'on développe la maladie. En faisant ça, on a réussi à trouver 1, 10, parfois 100 variants impliqués dans les maladies, comme la schizophrénie. Et on est assez impressionné par le fait que tous ces variants hotspots, qui sont des vedettes, expliquent tout ensemble pas moins de 1% de la maladie. Et ça, c'est un vrai problème, parce que, par exemple, la schizophrénie a une héritabilité autour de 70%, c'est-à-dire que les 3/4 de ce qui explique le fait qu'on souffre de schizophrénie est lié à notre patrimoine génétique. Et pourtant, en mettant des centaines de milliers de patients comparés à des centaines de milliers de contrôles, eh bien en fait, les gènes qu'on arrive à repérer par ces études pangénomiques expliquent 0, 1, 2, 3% de la maladie. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le missing heritability, l'héritabilité cachée. Mais où sont cachés ces facteurs génétiques qui ne sortent pas dans ces grandes études de score polygénique? Eh bien en fait, justement, la réponse est passée par là. Au lieu d'aller regarder ceux qui sont tellement importants en fréquence chez les malades par rapport au contrôle, on va aller regarder tous ceux qui sont un petit peu plus fréquents chez les malades que les contrôles. Alors bien entendu, l'association est moins puissante, on n'est pas à 10.9, on est plutôt à 10.5, 10.3, parfois 10.2, donc un tout petit excès d'un allèle par rapport au sujet contrôle, sauf que quand on prend comme ça un score requis très faible de la valeur du P,
Eh bien, au lieu d'attraper 2, 3, 4, 10 gènes, on va en attraper des centaines de milliers. Et bien, comme on le sait, ça a été finalement un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller regarder les quelques arbres qui sortaient du lot parce qu'ils étaient très très associés, on a été d'ailleurs aller voir tous les arbres qui avaient un peu moins de rôle chacun, mais par contre tous ensemble finissaient par expliquer jusqu'à 20% de la maladie. Pour dire les choses de manière différente et peut-être en manière plus simplifiée, on s'est intéressé auparavant avec des gènes candidats, avec des variants très puissamment expliqués comme étant surreprésentés chez les malades par rapport au contrôle du fait de fréquences à vie très élevées. Et on s'est maintenant rendu compte que si cela montre un rôle à peu près certain, c'est un tout petit rôle. Et maintenant, on laisse tomber cette partie très saillante pour essayer d'attraper le maximum de variance de la pathologie. Et on attrape toutes les petites variations entre les patients et les contrôles pour arriver à expliquer jusqu'à 20% de la maladie. Et ces 20%-là, eh bien finalement, qu'est-ce qu'on a, nous, en clinique, pour essayer de comprendre une maladie et qui nous apporte un peu de réelle richesse biologique pour comprendre la maladie? Ben, rien ne va jusqu'à 20%. Les IRM, y compris fonctionnels, au niveau individuel, n'arrivent pas à nous aider dans les démarches diagnostiques. Et là, on commence à s'en rapprocher, puisqu'on est quand même jusqu'à 20% d'explication du trouble. Et c'est incroyable, c'est extraordinaire. Moi qui suis clinicienne du terrain, vous nous amenez là dans une autre dimension, dans une autre galaxie. Vous ouvrez des énormes portes. 20%, c'est juste extraordinaire, hein, je me répète. Alors là, vous avez évoqué la schizophrénie, mais est-ce que ce polygenic risk score existe aussi dans d'autres pathologies psychiatriques, dans d'autres troubles mentaux, les troubles de l'humeur ou autres? Alors bien sûr, ces études pangénomiques ont été réalisées dans à peu près toutes les différentes maladies mentales, et heureusement, puisqu'en fait, à peu près toutes les maladies mentales ont une héritabilité relativement forte. On part de 30% dans les troubles anxieux en général, autour de 50% autour des troubles de l'humeur, mais on passe vite à 70-80% dans les troubles bipolaires, et on peut jusqu'à 80-90% dans l'autisme et la schizophrénie. Donc l'héritabilité est en général relativement élevée, donc la génétique a plutôt quelque chose à dire dans la compréhension des différentes maladies. Et c'est là en fait tout l'intérêt du score polygénique, parce que bien entendu le test coûte un petit peu cher, puisqu'il faut aller regarder 1 million de marqueurs pour arriver à avoir 20% d'explication. Donc ça reste pour le moment du registre de la recherche. Mais moi qui suis maintenant déjà un vieux chercheur, on a fait les premières études pangénomiques il y a 20 ans. On était dans le registre du $1 million. Maintenant, on arrive à le faire pour 250 €. Donc les coûts des études pangénomiques ont extraordinairement baissé avec le temps, exactement comme ça s'est passé avec les puissances des microprocesseurs qui continuent à augmenter avec un prix qui décroît. Et donc on arrive à avoir maintenant des études pangénomiques pour des prix quasiment ridicules. Donc cette approche-là, elle devient vraiment réalisable, et l'extraordinairement importante approche que ça a permis, c'est la comparaison de ces cartes d'identité. C'est-à-dire que finalement, si on a une espèce de paysage, bon certes, elle n'explique que 20% des troubles, mais on est capable de le faire pour le TOC, la schizophrénie, le trouble bipolaire, l'anorexie mentale, l'autisme, la dépression récurrente. On a maintenant toutes ces pathologies psychiatriques qui ont eu des études pangénomiques et pour lesquelles, grâce à ces capacités qu'on a de faire des consortiums dans les différents groupes, nous permettent d'avoir à chaque fois des résultats sur plus de 100 000 sujets dans chacune de ces pathologies. Et là où c'est vraiment tout à fait passionnant au niveau clinique, c'est qu'on va pouvoir comparer ces cartes d'identité entre elles. Est-ce que mon fond génétique, qui va être assez spécifique de la schizophrénie, il va être ou pas débordant sur le fond génétique du trouble bipolaire? On sait combien ce sont des questions que les cliniciens posent entre un bipolaire atypique et une schizophrénie dysthymique. On a beaucoup de mal des fois à faire la différence. Et on sait aussi que les études de jumeaux avaient dit que entre bipolaire et schizophrénie, elles sont plus identiques que différentes. Donc génétiquement, on a plus tort de distinguer schizophrénie et bipolaire que de dire que ce sont des pathologies différentes. Donc finalement, ces scores polygéniques, c'est la première fois qu'elles autorisent le fait de redessiner le paysage de la maladie mentale. Incroyable.
Donc, en fait, là, l'application clinique, c'est de dire qu'il y a un continuum entre par exemple, la schizophrénie, les troubles schizoaffectifs, etc. Mais j'ai compris, mais comment on fait sur le plan pratique? C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous faites des recherches, vous parlez de recherche, mais est-ce qu'en clinique, on peut demander de réaliser, par exemple, chez un jumeau, un polygénique risque? Et quelle est l'application clinique? On fait des recherches. Alors, je sais, par exemple, dans le cancer du sein, dans le diabète, etc., c'est souvent demandé. Mais est-ce qu'en psychiatrie, on a cette application? On peut prescrire un profil génétique chez nos patients? Alors, en général, on ne le fait pas. Les scores polygéniques restent une pratique qui est orientée recherche. Néanmoins, ça peut se faire très aisément. Il y a des consortiums en Angleterre, aux États-Unis. On envoie un peu de salive dans lesquels il y a quelques lymphocytes qui servent après à extraire de l'ADN. Et on reçoit derrière à peu près 50 000 marqueurs pour une somme qui est du registre, que je disais, quelques centaines d'euros, donc des sommes à peu près ridicules. Alors, c'est pas exactement pareil que d'avoir le résultat complet d'un score polygénique, puisque ce sont faits par des outils industriels, donc à but lucratif, qui vous vendent des résultats qui ne sont pas forcément très cohérents avec des risques de score pour la maladie Alzheimer ou des choses comme ça, qui là n'a pas beaucoup de pertinence. Par contre, d'avoir son patrimoine génétique devient effectivement de moins en moins coûteux et donc de plus en plus faisable. Ça n'a pas de pratique immédiate, personnelle, parce que ce que vous avez, c'est une espèce de carte d'identité de fond. Et vous pouvez parfaitement le savoir, avoir un score polygénique relativement élevé de troubles schizophréniques et ne jamais faire de maladie de votre vie, parce qu'on le sait bien, les maladies ont une émergence du fait d'une accumulation de facteurs de risque qui probablement dépend un peu de votre patrimoine génétique. Et une bonne partie des gens qui ont ces risques génétiques d'un trouble psychiatrique majeur ne le développeront jamais grâce à un peu de chance dans la vie et la rencontre de facteurs protecteurs. Ok. Et donc, est-ce que ces scores polygéniques des maladies mentales sont comparés avec d'autres troubles, d'autres maladies? C'est une très belle question parce qu'effectivement, on a l'ouverture aussi hors psychiatrie. On a toujours tendance à se replier autour il y a la maladie mentale, il y a le reste de l'univers, alors qu'en fait, nous avons bien entendu énormément de points communs, et notamment avec la neurologie, puisqu'on est tous travaillant autour du cerveau. Et on a effectivement, bien sûr, de très grands ponts. Je voudrais donner peut-être l'exemple juste de l'anorexie mentale sur laquelle on travaille plus spécifiquement dans le laboratoire, et on a participé au consortium mondial sur les approches polygéniques dans l'ensemble des maladies psychiatriques et dans lesquelles nos patients anorexiques étaient présents. Et on s'est rendu compte que finalement, dans l'anorexie, dans ces gènes qui permettent de préciser cette carte d'identité de risque de la maladie, il y a une bonne partie qui est liée au neurodéveloppement, pas tout à fait par hasard bien sûr pour des maladies mentales, mais l'autre moitié était extrêmement liée au métabolisme, notamment des acides gras. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça veut dire que, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a intitulé le résultat de cette étude, sur le fait que l'anorexie mentale est une maladie métabo-psychiatrique. C'est-à-dire que c'est peut-être une erreur de la conceptualiser uniquement comme étant des troubles neurocognitifs, ce qui bien entendu est de manière saillante. Il faut aussi tenir compte du fait que n'importe qui n'est pas capable de développer une anorexie mentale et peut-être qu'il faut quelques compétences, alors je mets des guillemets en l'air, ça se voit pas trop en audio, mais qui permet de comprendre qu'il y a aussi une organisation somatique, un corps, une compétence, notamment de métabolisme des acides gras et la capacité de faire du sucre à partir de ces adipocytes, qui va autoriser des gènes prolongés qui sont, on le sait, à la base du développement, de l'émergence et peut-être de l'explication de l'anorexie mentale. Mais merci beaucoup, professeur Gorwood, de nous avoir emmenés dans cet univers magique, j'ai envie de dire, de ces scores, cet univers de recherche. Alors, dernière question, l'avenir. Comment vous voyez l'avenir pour l'utilisation de ces scores? Alors, les scores polygéniques, c'est une énorme avancée, je partage l'enthousiasme. Par contre, ça reste que 20%, et donc il nous manque 60%, c'est-à-dire que c'est totalement insatisfaisant. Alors, il y a plein de raisons différentes, on ne va pas revenir sur tous les détails, il y en a deux quand même qui sont particulièrement importants. Le premier, c'est les variants rares. En fait, on sait, quand on fait des études pangénomiques, on s'intéresse aux allèles qui ont suffisamment de fréquence. En général, c'est au-dessus de 5 ou 1%. Mais on ne s'intéresse pas donc aux variants rares qui parfois
sont celles qui sont partagées dans certaines familles, une mutation de novo qui apparaît comme ça à partir de rien, qui va être transmise dans ces familles et qui finalement ne va pas du tout se retrouver en population générale. Et la seule manière de les attraper, ça, c'est du séquençage, d'aller regarder les acides nucléotides les uns après les autres, et non pas juste aller regarder tous les militaires de base, ceux qui ont une fréquence différente. Et le deuxième point qui est encore plus amusant quand on s'intéresse au comportement, c'est les approches épigénétiques. Tout le monde le voit comme étant l'environnement qui modifie l'environnement génétique. En fait, c'est très faux comme analyse. La réalité, c'est qu'il y a une intrication entre les facteurs épigénétiques et génétiques qui est assez incroyable. Et ce qu'on pourrait peut-être mieux résumer dans cette approche épigénétique, c'est de dire que l'épigénétique, c'est en quoi l'environnement va nous changer, mais en fonction de notre patrimoine génétique. Et finalement, c'est une vraie interaction entre les événements qui nous façonnent, mais qui ne vont pas nous façonner de la même manière, en fonction bien sûr de l'événement qui va arriver, mais selon notre patrimoine génétique. Nous sommes prédisposés à être plus ou moins malléables face à les facteurs environnementaux. Et ça, c'est plutôt de ce registre-là, l'interaction entre les facteurs génétiques et épigénétiques, et ça c'est magnifique, parce que tout d'un coup, on sort de cette dichotomie un peu ridicule entre j'ai une vulnérabilité acquise et l'environnement va me façonner, parce qu'en fait, la réalité n'est pas celle-là. Elle est dans des va-et-vient continuels qui vont façonner une maladie propre à chaque individu, et là, on comprend beaucoup mieux comment ces intrications peuvent s'expliquer. Un grand merci Philippe Gorwood, vous avez mérité votre café matinal. Moi, je me coucherai un peu moins bête ce soir et je remercie tous les auditeurs d'être restés jusqu'à la fin de ce podcast. Au revoir Philippe Gorwood. Ce fut un plaisir. Bonne soirée à tous. J'en profite, chers auditeurs, pour vous annoncer le 6e podcast. Ça serait Mathieu Lacambre qui va nous parler de neurosciences et de psychiatrie légale. Bonne journée à tous. Au revoir Philippe Gorwood. Au revoir, bonne journée.